une boutique en ligne quand on est illustrateur, c'est un peu le Graal, non ? En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je regarde tous les comptes Instagram de mes collègues. Il y en a énormément qui ont déjà leur boutique ou qui tentent d'en avoir une en lançant leur premier produit. Bref, ça donne envie, mais en vrai, c'est assez difficile. Pour avoir essayé moi-même, je vous assure que c'est un très bon moyen pour perdre de l'argent quand on n'est pas préparé. Alors aujourd'hui, ensemble dans cette vidéo, on va éclairer le sujet épineux de la boutique en ligne. À quoi est-ce que je dois m'attendre ? Est-ce que c'est vraiment rentable ? Est-ce que ça va me prendre tout mon temps ? Dans cette vidéo, je pars à la rencontre de 4 créatrices illustratrices qui ont des boutiques en ligne depuis plus ou moins de temps et avec des types de produits différents, c'est-à-dire produits physiques ou papeterie. Je vais aller mener l'enquête auprès d'elles, aussi bien pour moi que pour vous, pour avoir leur avis sincère sur la boutique en ligne, mais surtout pour avoir tous leurs conseils. L'idée globale de cette vidéo, c'est de recueillir tous leurs conseils, leurs enseignements pour pouvoir en tirer une stratégie en quelques étapes très claire et très concrète pour pouvoir lancer notre propre boutique en ligne par la suite. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo qui va être un petit peu longue, car à la fin je te donne les premières étapes pour toi aussi te lancer dans la création de ta boutique en ligne d'illustration. Avant de commencer, je voulais vous donner mon retour d'expérience sur la boutique en ligne, parce que je suis très loin d'être une experte. Je m'explique pourquoi. La première fois, quand j'ai ouvert mon compte Instagram Aurore Bay, c'était pour ouvrir une boutique en ligne. J'avais mis dessus des t-shirts, des sweats, des coques de téléphone, enfin vraiment tout et n'importe quoi que je pouvais trouver sur un site de print on demand. Et j'avais fait une collection d'illustrations sur le thème du voyage. J'en ai même fait 6, je crois, des collections au total, que je mettais sur cette boutique en ligne sur mon site. Mais comme j'avais zéro visibilité, zéro abonnés et que je ne parlais pas de la boutique en ligne, j'avais l'impression que ça allait tomber tout seul. Au final, j'ai vendu quelques prints, je crois, à mes parents, ma grand-mère, mon frère, quoi. Mais il s'est rien passé d'incroyable. Donc j'avais vite arrêté pour me mettre uniquement sur le côté illustration et juste faire des dessins pour les poster sur Instagram. 2020, mon compte explose, je prends 20 000 abonnés en l'espace de quelques mois. La fin de l'année arrive, je me dis, chouette, maintenant que j'ai pratiquement 30 000 abonnés, je vais pouvoir lancer ma boutique en ligne de nouveau. Et maintenant, comme j'ai toutes ces personnes qui me regardent, tout va bien se passer, je vais vendre. Que nenni. Le truc, c'est que je suis sortie de nulle part avec cette boutique en ligne. Je n'en avais jamais parlé. J'ai tout préparé dans mon coin. Et en plus, j'ai préparé un gros produit. J'ai préparé une box de Noël. À l'intérieur, il y avait aussi bien de la papeterie, qu'il y avait un carnet, il y avait des stickers. Bref, c'était pas énorme, mais ça valait, je crois, entre 40 et 45 euros parce qu'il y avait la boîte en plus. Et comme c'était un colis et pas quelque chose de plat, il fallait l'envoyer. Bref, je m'étais vraiment amusée à faire un gros produit. Et pour que je sois rentable, il fallait un minimum de ventes. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était de 15 ventes. Je fais la période de pré-vente et au final, j'ai fait, je crois, 11 ou 12 ventes. Je ne suis pas arrivée jusqu'à mon minimum que je pensais facilement atteindre. 15 ventes quand on a 25 000 abonnés, je sais plus, 20 000, je m'étais dit, facile. Les gens, ils arrêtent pas de commenter, c'était 2020. Hein. Les gens, ils arrêtaient pas de commenter, ils arrêtaient pas de liker. Tout allait bien au niveau engagement. Mais je suis vraiment tellement sortie de nulle part avec ce produit et j'en ai tellement peu parlé que ça a floppé. Bref, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux qu'on peut lancer sa boutique en ligne. Il y a un super exemple comme ça qui circule régulièrement avec une influenceuse qui avait des millions d'abonnés. Elle a sorti un t-shirt qu'elle a même pas réussi à vendre, je crois, 5 fois. Bref, c'est pas du tout corrélé. Et tant mieux, ça veut dire que vous pouvez réussir à en sortir une, même avec une toute petite communauté, c'est pas forcément que ça fait partie de l'équation, vous allez voir juste après, mais c'est vraiment pas que ça qui fait en sorte que vous allez pouvoir avoir une boutique en ligne en tant qu'illustrateur. Du coup, comme je suis pas experte, j'ai fait plus simple, j'ai appelé les copines que je suivais depuis longtemps sur Insta, ça m'a donné une bonne raison d'aller les rencontrer, et en plus de ça, elles ont été hyper généreuses, elles m'ont donné tellement d'informations sur leur boutique en ligne. J'étais ravie. Allez, c'est parti, je vous laisse avec les interviews, avec les questions que j'aurais posées et chacune leurs réponses adaptées. J'espère que vous allez apprécier. On se revoit juste après. Alors, Alizée, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Alors du coup, moi je suis Ali sur Instagram, c'est mon petit nom d'artiste. Et j'ai créé donc Studio Hawaii il y a maintenant 2 ans de ça. Je suis illustratrice et graphiste, donc j'ai un peu les 2 casquettes. Et j'ai ma boutique en ligne où je fais mes petites créations
de mon univers, quoi, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai plus d'une centaine. Ah ouais. Donc voilà, ça En a bien grandi. 3-4 ans de Ouais, en temps, 3 ans ça à y est. peu près. Quand je me présente à des gens qui ne connaissent pas trop le milieu de l'illustration, je dis je suis illustratrice, graphiste, je fais des dessins et je les vends. Et puis aussi, je peins sur porcelaine. C'est la manière la plus simple de me présenter. Après, quand je vais plus loin, j'aime bien aussi parler de toute la dimension de créatrice de contenu. Du coup, je m'amuse beaucoup sur Instagram et sur TikTok et sur Facebook. Mais ça, c'est juste de la republication de ce qui se passe sur Instagram. Du coup, je m'appelle Kaevan, en vrai Claire. Je suis illustratrice freelance depuis 3 ans. J'ai commencé sur Twitch et YouTube à l'époque. De base, je travaille dans le jeu vidéo. Je devais commencer à travailler en tant que concept artiste. Mais le jour où je devais signer mon contrat avec une boîte à Montréal, les frontières ont été fermées en France. Du coup, tout ce qui était, ton truc pour avoir les visas, voilà, tous les visas sont mis en pause. Du coup, j'ai dû rentrer. Mais vu que j'étais déjà sur Twitch, YouTube, etc., c'est le moment où tout a pris. Twitch, pendant la période du Covid, c'est le moment où ça a explosé. Donc ça a explosé aussi pour moi. Et direct, je me suis lancée dans ma boutique. Et depuis, je fais des illustrations. J'ai aussi un tarot chez Hachette. J'ai des carnets coloriages, j'ai plein de trucs, quoi. Et je m'amuse sur tous les réseaux. Alors moi, c'est Lucie, aka Lucie Luxor sur les réseaux sociaux. De base, je suis plutôt graphiste. J'ai fait des études dans le graphisme, comme la plupart des illustrateurs, finalement, je me rends compte. Ce qui est quand même super cool, c'est que j'ai pu apprendre du graphisme, tout ce qui est composition, couleur, mise en page, et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Mais que très rapidement, je suis retournée à ce qui me passionne depuis toujours, c'est l'illustration. Et ça s'est réellement fait pendant le confinement, parce qu'il y avait tellement de temps à perdre, on va dire, que chaque jour, j'étais en mode, allez, let's go, une petite illustration, quelque chose. Et en fait, ça a grave fonctionné et ça m'a lancée. Et depuis, ça n'arrête pas, j'ai envie de dire. Trop bien. Donc voilà, et j'ai un univers qui est plutôt assez féministe, vraiment très coloré. Ça va être des femmes fortes, ça va être des scènes de vie un peu pétillantes. Enfin voilà, l'idée, c'est de représenter le monde de tous les jours, mais avec ce côté un petit peu onirique et personnel dans ma vision. Donc c'est dans les grandes lignes. Tout a commencé parce que mon père et ma sœur partent à Pékin Express. Et en fait, il s'avère qu'ils ont gagné, chose qu'on n'aurait pas du tout parié. Et ils sont partis, je leur avais fait des t-shirts Crise de bonheur, parce que c'est un grand slogan familial, Crise de bonheur. Donc j'avais fait des t-shirts Crise de bonheur. Ils partent avec ces t-shirts, ils gagnent avec les t-shirts, et ils rentrent. Et là, ils me disent, fais quelque chose de ces t-shirts. Donc je dis, mais je suis un peu perturbée. Moi, j'avais, du coup, en même temps, en parallèle, j'avais créé mon site internet qui s'appelait Crise de bonheur, mais c'était pas trop pour faire de la promo, ce fameux t-shirt que je leur avais filé. C'était juste Pour les encourager. Pour les encourager, parce que c'est vraiment notre slogan familial. Et en fait, du coup, il faut que je surfe un peu sur ce buzz. Donc, je fais des t-shirts. J'ai mon site en ligne qui vend des illustrations. Et je me dis, je vais faire aussi des t-shirts parce que y a les gens de la télé, il y a ce fameux retour boule de neige du succès de mes parents, de ma sœur et de mon père qui retombe sur moi. Et donc, du coup, je veux surfer là-dessus sur ma boutique. Donc, je fais des t-shirts. C'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise. T-shirts et papeterie. J'avais pas du tout voulu en vrai ouvrir une boutique. C'était vu que j'étais sur Twitch tous les jours, je faisais plein d'illustrations tout le temps. Il y a toujours les questions de quand est-ce que je peux l'avoir, est-ce que je peux l'acheter, est-ce que je peux, je sais pas, quand est-ce que tu ouvres une boutique, quoi. Et de base, je fais surtout de la peinture, c'est vraiment mon élément. Et j'avais fait une toile violette sur le Japon. Okay. Et c'est la première illustration que j'ai vendue sur ma boutique, parce que quand j'ai fini la toile, au bout de plusieurs mois de travail sur Twitch, on m'a dit vas-y, je veux la voir aussi, quoi. Mais sauf que je voulais pas vendre l'original, parce que la peinture, je veux la garder. Du coup, j'avais revendu des illustrations, des prints de cette toile. Ça m'a fait un premier print, ça a grave bien marché. Et au début, j'avais rien que 3 illustrations. Les 3, c'était des choses qu'on avait fait sur Twitch. Puis après, maintenant, on en a plus d'une centaine. Sur la boutique. Ouais, c'est trop bien. En fait, pendant le confinement, j'avais fait des peintures et j'ai commencé à vendre mes peintures que j'avais fait pendant le confinement, que j'avais appelées Évasion confinée. Et donc, c'était pas mal de paysages de voyage de là où j'aurais aimé être à ce moment-là. Et du coup, j'ai vendu donc mes peintures. J'ai vu que du coup, j'étais vite coincée parce qu'une fois que j'avais vendu mes quelques exemplaires, j'étais coincée. Donc, je me suis dit, OK, j'ai mes photos, donc je vais les redessiner sur l'iPad. Et donc, j'ai fait plein de nouveaux dessins. Et donc, plein d'illustrations. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai plus d'une centaine. Ah ouais. Donc, voilà, ça a bien grandi. En 3 ans à peu près. Ma boutique en ligne, elle était surtout là, en fait, parce qu'au départ, quand j'ai lancé mon entreprise,
J'avais pas forcément de clients parce que moi, du coup, je fais plus du service, comme on disait. Mais il fallait quand même avoir une rentrée d'argent quelque part pour soit le réinjecter dans mon entreprise, soit pouvoir m'aider à me lancer. Et donc, du coup, j'ai créé la boutique en ligne pour ça à la base, ce qui n'a pas du tout fonctionné parce que vu que j'avais pas de visibilité, que j'avais pas de clients, qui allait acheter des prints? Parce que moi, je fais principalement du print, que ce soit des affiches, tout ce qui va être carte postale, stickers, donc ça va vraiment être de l'imprimer. Et donc, du coup, elle était là pour ça à la base. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme ça, comme je le voulais. Et du coup, j'ai pris le temps d'arrêter un petit peu, de me dire, bon, je vais me concentrer sur justement me créer mon univers, ma patte, et de faire en sorte qu'on veuille du Lucie Luxor chez soi. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis relancée dedans. Donc, je me suis relancée dedans il y a à peu près, je pense, 1 an et demi. Ok. Et donc, du coup, c'est devenu un petit peu plus récurrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me fait de l'argent de poche sur le mois. C'est-à-dire que ça va me permettre de soit pouvoir faire d'autres projets d'impression, soit être un petit peu plus à l'aise sur mes fins de mois ou ma compta, on va dire. Et puis après, il va y avoir la fin de l'année, tout ce qui va être période de fête. Mais pas forcément que Noël, il peut y avoir la Saint-Valentin. Tous ces moments-là où on va faire un petit peu des présents aux autres. Là, ça marche. Je pourrais faire que ça de mon mois, que ça irait très bien, quoi. Donc, je peux pas me reposer que dessus. Mais c'est quand même agréable de savoir que c'est là et qu'il y a un peu ce coussin qui vient amortir une chute potentielle en tant que freelance, quoi. Donc ouais, c'est un peu le schéma. Et du coup, qu'est-ce que tu vends exactement sur ta boutique? C'est quoi le type de produit? Là, tu m'as parlé d'affiches, de print, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai plein de trucs. Fais-nous rêver. Voilà, j'ai plein de trucs. Évidemment, les prints. J'ai des stickers, j'ai des pins maintenant, les nouveautés. J'ai mon tarot. J'ai mon carnet de coloriage, j'ai t-shirt, sweats. Là, je viens d'avoir une nouveauté. Il va y avoir des plaques. Une collection aussi de tasses. On parlait de céramique la dernière fois. J'ai sorti une collection de céramique illustrée avec une potière de Paris. On avait fait ça 2 fois. Il y a l'année dernière et l'année dernière. Du coup, je touche un peu à tout. En fait, ma mère, qui est peintre sur porcelaine, se met en retraite. Elle m'offre la fin de son stock. Du coup, je peux m'amuser sur plein de trucs. Et là, j'insère la porcelaine dans ma boutique en ligne. Un peu timidement au début parce que vraiment je galère un peu, c'est technique, il y a plein de trucs à apprendre. J'apprends sur le tas, quoi, donc timidement, mais petit à petit, ça prend de plus en plus de place et de plus en plus d'ampleur. Donc trop contente. Aujourd'hui, principalement papeterie et porcelaine sur ma boutique. Ouais. Alors, au départ, j'ai commencé qu'avec les affiches. D'accord. Et depuis quelques mois, je vais décliner avec des porte-clés. Okay. J'ai des petits pins, je vais avoir des cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fait des kits de peinture aussi, qui sont assez chouettes à faire. Des stickers, évidemment. Je fais beaucoup de stickers que je fais moi-même et que je me fais vraiment très plaisir à faire. J'ai envie que ce soit une boutique où on se dise tiens, je veux du sticker, je veux du porte-clés, je veux une affiche et que ce soit un petit panier qu'on vient remplir et pas seulement une affiche, en fait. Sur ma boutique en ligne, pour le moment, c'est que des prints. Donc, il va y avoir de la giclée, donc un type d'impression, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est de l'impression pigmentaire. Donc, ça va être des impressions très, très colorées qui vont avoir un beau fini. C'est des impressions qui durent très longtemps dans le temps. Il va y avoir de la riso, donc la fameuse technique par couche où on peut avoir des couleurs hyper fluo et ça permet un rendu avec un grain un peu particulier. Il va y avoir du digital, de l'impression digitale. Et donc ça va varier. Les formats, pour le moment, on est sur, on va dire, du A6 jusqu'à du A3. Okay. Et là, c'est juste pour une question de logistique d'envoi. Moi, j'aimerais beaucoup faire des plus gros formats, mais ça demande tout d'un coup beaucoup plus de temps de gérer autrement. Ça passe pas forcément par la poste et là, il faut gérer un petit peu tout ce qui va être envoi. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est stickers. Donc là, ça varie, mais c'est vraiment pour la petite touche en plus parce que tout le monde peut pas se permettre, tout le monde peut pas se permettre d'avoir des prints chez soi. Donc le petit sticker, c'est le truc que tu peux trimballer, tu mets sur ton carnet, sur ta gourde, où tu veux. Et voilà, ça te permet d'avoir un petit truc de ton artiste que tu aimes bien. Donc c'est un peu l'objet assez facile. Mais l'idée, c'est de développer plus et de partir sur des objets beaucoup plus
enfin moi qui adore la décoration d'intérieur, ce serait d'envisager des choses comme ça, de vraiment aller plus loin que juste de l'impression. Mais pour le moment, c'est tout ce que je fais parce que c'est le plus facile à gérer en fait. Et du coup, pour vendre tes illustrations, tes produits, tu utilises quoi comme plateforme aujourd'hui? Et est-ce que, j'imagine que tu es passé par Etsy, Oui. tu es passé par tout ce type de plateforme, Ouais. de revendeurs, ou non, aujourd'hui tu as tout sur ton site, toi? Moi, j'ai tout sur Shopify. Baltaro, maintenant, je l'ai plus. Enfin, je l'ai encore, mais maintenant, c'est aussi Hachette avec du coup tous les magasins qui suivent. Et mes t-shirts, etc., c'est un ami qui il a son entreprise. C'est vendu sur mon truc, mais c'est lui qui l'envoie. Donc c'est comme ça. Mais ouais, je suis sur Shopify depuis 1 an. Sinon, j'ai passé 2 ans sur Etsy. 2 ans sur Etsy. Parce que Etsy, ça fait beaucoup parler. Et après, je trouve que c'est bien pour commencer. Moi, c'est le conseil. Mais je sais qu'il y en a plein qui... c'est pas le meilleur, clairement. Ils prennent un beau pourcentage, mais par rapport à tous les autres trucs qui existent, à part si tu fais vraiment ton propre site comme Shopify et comme d'autres que je connais de nom, mais Etsy, c'est celui où en 2-3 clics, tu fais ta boutique. Ça fait pro. Il y a plein de gens qui découvrent aussi, qui ne te connaissent pas, où tu peux vendre dans une communauté que tu n'as pas. Ça prend un pourcentage, mais en vrai, Etsy, moi, j'ai bien kiffé pendant 2 ans. Après, pendant 2 ans, quand tu as tâté le terrain, vu si ta boutique prenait, moi j'ai vu que ça prenait, du coup je suis partie sur Shopify et j'ai augmenté le truc, quoi. Mais Etsy, en vrai, je crache pas trop dans la soupe non plus, c'était cool. Quand tu débutes, t'as tellement de choses à faire, tes illustrations, l'imprimeur, préparer les commandes, que Etsy, au moins, ça une chose en moins pour l'instant à penser, que tu penses après plus tard. Mais au moins, ça peut tourner quand même, quoi. Moi, alors j'ai commencé avec Big Cartel et je suis toujours sur Big Cartel. Non pas parce que c'est celui que je préfère, c'est la seule expérience que j'ai réellement, mais moi il y a un côté que j'aime pas forcément avec Big Cartel, c'est que c'est très américain, donc tout est en anglais. Ça va, on peut quand même remplir son adresse, il n'y a pas de souci, mais c'est-à-dire que c'est pensé pour un marché américain. Le côté, par exemple, frais de port et compagnie, c'est pas vraiment modulable en fonction... tu peux quand même un peu moduler en fonction des destinations du produit, mais je sais que, par exemple, sur Shopify, t'as vraiment plus la possibilité de mettre des trucs hyper précis pour chaque article, pour chaque produit. Mais en fait, Big Cartel, ce qui est bien, c'est que c'est pas cher. Tu peux avoir 50 produits et je crois que c'est 9 € par mois, quelque chose comme ça. Ouais. Tu peux facilement l'intégrer à ton site internet. Enfin, en fait, tout est simple. C'est plus pour, du coup, comme je disais, le marché américain, mais il y a un côté qui est vraiment facile et très personnalisable. Parce qu'en fait, Etsy, j'y avais pensé, mais Etsy, c'est Etsy, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a c'est la même vitrine. Je peux pas moi, ce que je voulais, c'est que les gens aient quand même une expérience. C'est-à-dire que quand ils vont sur mon shop, c'est mon shop, quoi. C'est pas plein de trucs où ça se balance sur d'autres pages. Après, ça peut être très intéressant aussi, mais moi, je voulais qu'il y ait vraiment un univers Lucie Luxor qui se fasse entre mon site, mon shop et mon Instagram. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Big Cartel, parce que du coup, pas cher, modulable, quoi. Mais l'idée au long terme, ce serait... soit de passer sur Shopify quand le CA, en tout cas de la boutique, sera plus intéressant, soit passer sur vraiment du fait main, pas par moi bien sûr, mais vraiment de demander à un web designer de faire le site, la boutique, enfin vraiment tout penser pour qu'en fait ce soit estampillé Lucie Luxor à fond les ballons, mais que ce soit vraiment une expérience, tu vois. Mais là, c'est du coup injecter... du coup, c'est repenser tout ça par la suite, donc ça se fera pas tout de suite, mais ce sera le but ultime, ouais. Donc ouais, ma plateforme, c'est Big Cartel. Okay. Et c'est très bien, en vrai. Donc sur Etsy, j'ai commencé il y a 4 ans, juste après le Covid, pendant le Covid, non, après le Covid. Ouais. Donc j'ai fait ça jusqu'à là, récemment. Je l'ai fermé le 1er janvier, en fait. J'ai jonglé entre les 2 boutiques, donc Etsy et mon shop, donc qui est shop.studiohawaii. Parce que du coup, ma contrainte, c'était que j'avais beaucoup d'affiches, plus tous les produits. Donc je pense que j'ai environ 300 produits en fait. Parce que j'ai 30 stickers différents, j'ai 15 porte-clés différents, une centaine d'affiches différentes. Donc ça m'en faisait trop pour pouvoir être seulement sur Etsy. Okay. Parce que Etsy, c'est une fiche produit à un coût. Et après, à chaque transaction, c'est aussi un coût. Donc c'était trop cher pour moi. J'ai monté donc mon site à moi sur Shopify, donc il y a 1 an de ça.
Et j'en suis hyper contente. C'est très, très cool. Ça se prend très, très vite en main. Franchement, c'est super simple. Je l'ai monté en une semaine avec l'aide de mon copain qui s'y connaît un petit peu. Donc, on a fait ça sur 5 jours, une semaine à peu près. Moi, j'ai eu plein de clients sur Etsy que j'aurais jamais eu en fait seulement via Instagram. Okay. Et du coup, j'étais quand même contente parce qu'il y avait des noms qui sortaient. Je me disais, tiens, ça part aux États-Unis, trop cool. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est sûr que j'étais bloquée. Mais pour commencer, c'est un super outil. Donc franchement, c'est pas un énorme investissement de base, etc. Et on se teste et voilà, c'est vraiment très très cool pour commencer. En fait, j'ai testé pas mal de plateformes qui facilitent le truc là parce que je n'y connais un peu rien. Pourtant, dans mes études, on a fait du web design où on apprenait à faire des sites internet et on apprenait sur WordPress. Et je m'étais dit, c'est vachement chronophage WordPress, je vais pas partir là-dedans, je vais chercher une interface facile. Il y avait Etsy au début et puis Etsy prend un chou trop de charge à mon goût. Et en fait, finalement, je suis retournée à WordPress. Je me suis dit, allez, Sia, tu te donnes. J'ai fait 6 mois. En 6 mois, c'était au moment du Covid en plus, donc j'étais un peu plus ralentie. J'étais sur mon ordinateur. Et je faisais que de la papeterie à l'époque. Du coup, c'était assez facile la papeterie, il n'y a pas à prendre en photo. On peut faire directement des visuels sur... des mock-ups et tout ça, exactement. Heureusement, du coup, c'est des templates que tu peux acheter et tu viens jouer avec le template. Si tu veux aller plus loin, il faut toucher au code, mais là, il ne faut pas faire de conneries. Donc, je faisais hyper gaffe à ce que je faisais, mais je me suis un peu amusée sans trop m'amuser. Et une fois que j'avais un truc plus ou moins potable, je l'ai balancé et je l'ai laissé vivre. Un des retours que j'ai eu de Etsy, c'est que Etsy met vachement en avant... ce qui est top, c'est que tu peux avoir des nouveaux clients en fait, de mise en avant sur Etsy seulement si tu t'occupes super bien de ta boutique. Si tu mets à jour tes produits, si tu mets d'autres produits de temps en temps, si tu en prends soin comme une boutique, vraiment comme un compte Instagram presque. Tu dois avoir une activité presque quotidienne sur ta boutique et là Etsy te met vachement en avant et j'ai des retours là-dessus de copines qui ont eu des super ventes d'inconnus parce que Etsy les avait mis sur la page d'accueil ou sur... La technique pour être sur la page d'accueil d'Etsy. Exactement. On l'a. Donc beaucoup de travail parce qu'il faut être à fond dessus. Mais au moins, tu as ce truc-là en plus que tu n'as pas sur WordPress. Sur WordPress, il faut soit payer des Google Ads ou des trucs comme ça. J'avais fait ça au début. C'était mon père qui s'en occupait parce que moi, vraiment, j'ai l'angoisse de ces trucs-là. Il fallait trouver les bons mots-clés, l'enfer. Donc WordPress, j'ai pris ça parce que j'avais les réseaux sociaux qui me permettaient de faire la mise en avant de mon WordPress. Sinon, en effet, je conseille une plateforme soit qui aide à la mise en avant, soit qui aide à la création de l'interface, quoi. Et deuxième question technique, comment est-ce que tu fixes tes prix ? Ça, c'est la question... En fait, tout dépend... Déjà, je regarde ce qui se fait chez les autres parce que l'idée, c'est pas de faire un prix complètement déloyal pour la même technique. Après aussi, tout dépend comment est fait l'œuvre à la base. Ça se trouve, quelqu'un fait de la gouache et ça lui prend un temps de malade à l'origine et puis après, tu scannes. Enfin bref, il y a toutes ces techniques-là qui rentrent un petit peu en jeu aussi. Et pas mettre des prix trop non plus. En fait, j'ai pas encore une renommée qui fait que j'ai la renommée... Je sais même pas comment on pourrait l'appeler, mais quand je vois des artistes qui sont vraiment mondialement connus et qui font un print en giclée de la même taille que moi, mais qui le vendent avec un zéro en plus derrière, je me dis... Enfin voilà, je sais pas, il y a aussi un peu de ça. Il y a le nom en tant qu'artiste qu'on s'est fait qui joue aussi dans le prix que tu vas mettre. Mais moi, je sais que pour le moment, c'est plutôt... Je regarde un peu ce qui se fait en fonction de la technique employée d'impression. Et puis après, je module un petit peu autour de ça. Et aussi par rapport au coût que me coûtent les impressions, en fait. Il y a un petit peu ça qui rentre en jeu parce qu'il faut aussi se faire une certaine marge dessus et rentrer dans ses frais. J'ai mis très longtemps à savoir quel était le bon prix. Aujourd'hui, comme je veux en vivre, parce que je suis 100% sur ce que je fais en tant que freelance et de mes ventes, il faut que ce soit un prix juste pour la personne qui achète, mais aussi pour moi. Donc, j'avais des prix à la base qui étaient trop peu chers et je voyais qu'en fait, j'étais pas du tout rentable et que moi, je ne dégageais pas du tout de bénéfices. C'est dur à calculer parce qu'il faut calculer l'impression, donc combien coûte une cartouche, l'imprimante en elle-même. Il y a aussi le temps qu'on a dessiné, parce que le temps de dessin, qui peut être d'une quinzaine d'heures peut-être, c'est aussi en fait du travail. Il y a l'emballage, il y a tout, en fait, l'envoi. Et donc tout ça, j'ai essayé de faire une moyenne et du coup de faire un prix aussi par rapport à mes concurrents. Voir les prix qui étaient pratiqués et de me dire ok, pour moi ça c'est un prix qui est à peu près juste, donc ce sera mon prix et je pense que c'est des prix qui sont hyper accessibles, donc
Donc voilà, on est entre 10, 20 ou 30 euros sur des petits, moyens, grands formats. C'est l'angoisse. C'est d'abord l'angoisse. Première étape, angoisse. Tu regardes ton truc. Merde, comment je vais faire pour vendre ce truc-là ? Déjà, il faut passer outre le syndrome de l'imposteur, ce qui est, je pense, le plus difficile et qui vient là, qui vient chuter tes prix à fond, quoi. Tu regardes ton produit alors que tu es fier au moment de le faire. Au moment où tu dois le présenter au monde, tu es là en mode non, ça partira jamais. Personne ne veut ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je vais retrouver un boulot ailleurs. Vraiment, chaque produit, c'est pareil, quoi. Alors que pourtant, petit à petit, au fur et à mesure ça fait quand même 3 ans que mon entreprise existe et que les réseaux commencent à bien marcher et tout ça, je me dis, ce syndrome de l'imposteur, c'est bon, quoi. Va-t'en. Et en fait, non. À chaque nouveau produit, je me dis, ça va pas marcher, c'est de la merde. Donc déjà, première étape, le passer outre ce truc-là. Deuxième étape, moi, que je fais, c'est en parler à ma mère parce qu'elle a l'expérience. Donc, en parler à quelqu'un d'expérience, ça, c'est mon père et ma mère qui m'aident vachement là-dessus. Et eux, ils me disaient un prix où je suis là, bon, non, je ne mettrai jamais à ce prix-là. Eux, ils sont toujours à surévaluer à fond mon travail. Ça, c'est l'enthousiasme familial, je pense. Et après, je me compare beaucoup aux autres. Ça, c'est pour la papeterie, en plus, c'est facile parce qu'il y en a pas mal sur le marché. Et donc, du coup, il y a plein d'illustratrices que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la première chose que j'ai faite, quoi. Aller checker toutes les illustratrices que j'adorais et regarder quels étaient leurs tarifs. Ouais. Et moi, le problème que j'ai eu, c'était que la porcelaine est arrivée sur la papeterie. Et donc, la papeterie, souvent, en moyenne, une affiche à 3, c'était environ 30 € pour la plupart des illustratrices. Et sauf que ma tasse, eh bien, typiquement, une tasse comme ça, je la vends, bon là, elle n'est pas customisée, mais une tasse comme ça, je la vends 28. Et donc, je me dis, dans la tête des gens, une tasse en porcelaine, eh bien, c'est plus utile, c'est plus cher qu'un papier à 30 €. Et donc là, je me suis retrouvée un peu con à me dire, zut, il faut que je baisse du coup mes tarifs de papeterie parce que sinon, c'est plus cher que ma porcelaine. J'ai eu ce truc-là un peu bizarre. Et je suis encore bloquée là-dessus. Je sais pas trop comment m'en sortir là-dessus. Je pense que je vais... De toute façon, là, 2023 m'a fait comprendre que j'avais un peu chié sur mes tarifs de porcelaine. Je vais devoir augmenter un peu le truc. Ça me brise le cœur, mais malheureusement, c'est la vie et c'est comme ça que je dois évoluer aussi. Mais donc, du coup, deuxième étape, c'était me comparer un peu aux concurrents. On va pas dire concurrentes, on va dire aux collègues illustratrices. qui mettaient des tarifs. Et là, le troisième point, c'est la valeur que je donne à mon univers. Ça, c'est un truc que j'ai un peu découvert cette année grâce à mes réseaux sociaux aussi. Eh bien, en fait, finalement, il y a un produit fini, mais il y a aussi tout ce que je donne derrière. Et tout ce que je donne derrière, donc tout l'univers, que ce soit mon compte Instagram, que ce soit les lives où je crée mon truc en live avec tout le monde, toute l'identité, tout l'amour que je lui donne à ce produit-là, eh ben, c'est depuis 2023, j'ai réussi à lui donner un tarif en fait à cet amour-là et à tout cet univers que j'offre autour. En fait, c'est un truc que je dis hyper souvent, c'est un peu prétentieux de ma part, mais je dis quand on achète une de mes porcelaines, eh bien en plus d'avoir un objet assez utile, quand on offre à quelqu'un, on dit je t'ai offert une tasse pour ton café le matin. Eh bien aussi on dit et en plus c'est une créatrice, je sais pas si tu connais sur Instagram, la meuf elle a un homard dans sa cuisine, elle a une salle de bain qui ressemble à une piscine municipale. En fait j'ai créé tout un truc à raconter autour de l'objet et je me dis je suis trop fière d'avoir créé ça c'est grâce aux abonnés qui sont rentrés dans mon univers et du coup cet univers là je peux lui donner quelques euros en plus sur mon produit parce que je sais que les gens sont contents d'acheter mes produits parce qu'en plus d'avoir un truc utile ils ont une histoire à raconter, quoi. Un truc marrant à dire. Et ça, bon, c'est prétentieux, mais je suis trop fière, quoi. La base, ça sera toujours, je multiplie par 3 le coût de création. Mon tarot, c'est le plus parfait exemple. Quand je l'ai créé, mon auto-édition à moi, je l'ai fait ici à Paris, avec mon imprimeur, on en parlera plus tard, mais qui est français et à Paris, qui coûte très cher. Et il a fait de la dorure, mais partout. Il a fait la dorure recto-verso sur 80 cartes. Et en plus, la boîte fait sur mesure avec la dorure aussi. Ça coûtait, je crois, 40-45 € à produire. Et tu fais un x3, ça faisait à 120. Ouais. Et du coup, moi, je l'ai baissé parce que même normalement, 120, c'est juste la base. Tu vois, c'est juste pour moi, un x3, c'est pour payer toutes les charges, le temps de préparation, pour payer tout ce qui vient avec et te payer toi. Mais je l'avais un peu baissé parce que je me sentais pas à l'aise de mettre ce prix-là, même si ça vaut ce prix-là, et que d'autres mettront encore plus parce que ça reste du fine art et de la collection, ce que j'ai sorti. C'est vraiment de la collection en édition très courte, mais je me voyais pas mettre plus, déjà que c'est un sacré prix, quoi. Mais sinon, pour tout, en fait, je fais un x3 et je regarde aussi, je compare en vrai avec ce qui se fait sur le marché. Je fais beaucoup de conventions, donc je vois aussi le prix
des autres. Mais même en convention, je vais un peu baisser aussi le prix parce que je me dis, il y a les personnes qui ont quand même acheté le billet pour venir et qui sont déplacées. Et que quand tu passes commande, c'est différent, quoi. Donc, je crois qu'il y aura 1 ou 2 ou 3 euros de moins sur les produits en convention. Ça, c'est, je pense, la petite erreur quand tu commences, c'est que tu veux tout offrir. Tu vas être trop sympa, le moins cher, le moins de frais d'envoi, le plus rapidement possible. Du coup, tu te mets toi en problème, ta santé en jeu pour faire plaisir à X personnes, alors qu'en fait, t'es tout aussi... tu peux faire du bon taf, mettre les prix qu'il faut, parce que c'est ce qui vaut ton prix, en fait. Tu vaux quelque chose, en fait. Ton art vaut quelque chose, ton travail vaut quelque chose. Donc, juste pas trop se casser, se plier en 4 et... ok, tu dis, écoute, ça coûte ça de frais d'envoi, ça me coûte ça de préparer, et c'est comme ça, en fait. Et ça marche. Je fais une toute petite pause dans cette vidéo pour te parler du sponsor du jour qui est Shine, ma banque favorite, la banque chez laquelle je suis depuis mes tout débuts en freelance. Quand tu te lances à ton compte, que ce soit pour de la prestation de service, pour une boutique en ligne ou n'importe quel type de vente dans ton activité, c'est quand même bien conseillé d'avoir une banque professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais à partir de 10 000 € de CA sur 2 années consécutives, ça le devient obligatoire. Moi, je te recommande bien sûr Shine. C'est pas la première fois que j'en parle dans mes vidéos, tout simplement parce que c'est un compte qui est dédié aux entrepreneurs individuels, aux personnes qui font du freelancing, comme toi sûrement et comme moi. Et ils sont là pour t'aider justement dans les devis, la facturation, pour pouvoir mettre en place ton entreprise, pour pouvoir te donner des conseils à travers leur blog, à travers leurs vidéos, bref, tout leur contenu, pour que tu puisses avancer dans ta vie d'entrepreneur individuel. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un certain service qu'ils ont chez eux et qui peut peut-être t'intéresser si toi aussi tu as déjà une boutique en ligne aujourd'hui et que par exemple tu fais des marchés. Avec ton compte Pro Shine, tu as des offres pour pouvoir avoir une sum up. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ce petit TPE que beaucoup ont en marché de créateurs afin de pouvoir prendre facilement la carte bancaire. Je te laisse le site juste en dessous pour que tu puisses aller voir exactement quel est le pourcentage de bénéfices que tu peux avoir en passant par Shine et en commandant ta sum up chez eux. Bien sûr, ils ont d'autres services. Il y a tous ces types d'offres dont tu peux bénéficier quand tu ouvres un compte chez Shine. Dedans, tu as aussi AssureUp, donc des assurances professionnelles. Tu as aussi Shopify. On en a parlé aussi pendant cette vidéo quand tu veux lancer ton propre site pour ta boutique en ligne. Il y a aussi Back Market si tu as envie de racheter du matériel pour pouvoir avoir quelque chose de plus récent. Bref, il y a quand même pas mal d'offres intéressantes pour avoir des réductions pour t'équiper en tant que professionnel. Si ouvrir un compte bancaire pro chez Shine est quelque chose qui t'intéresse, je te conseille de passer juste en dessous par mon lien car ça te fait bénéficier de 2 mois d'abonnement gratuit sur ton compte professionnel. Et en plus, ça permet de me soutenir, de soutenir la chaîne. Déjà en regardant cette vidéo, tu me soutiens, mais aussi en passant par les liens qui sont proposés juste en dessous. En tout cas, je suis chez Shine depuis 2017. Moi, je les recommande chaudement. Si tu as des questions, n'hésite pas à les contacter sur le chat directement sur leur site ou via la messagerie de leurs réseaux sociaux. Je suis sûre qu'ils se feront un plaisir de pouvoir t'aiguiller et de pouvoir répondre à toutes tes questions autour du compte bancaire, de la comptabilité ou de la facturation que tu peux avoir. Tu trouveras tous les liens vers Shine que je viens de citer juste en dessous dans la légende. Et c'est reparti pour la vidéo. J'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet de la rentabilité. Est-ce que tu arrives à te dégager un bénéfice, pas obligé de me donner des chiffres ni rien, mais juste savoir si aujourd'hui c'est une partie de ton CA, si c'est peut-être tout ton CA, je ne sais pas, parce que toi tu m'as dit que tu faisais un petit peu de prestation de service, mais plus trop aujourd'hui. Et oui, est-ce que ça t'arrive à être rentable du coup, là après 3 ans de boutique en ligne? Alors, ça y est. En fait, j'adorerais parler de chiffres, mais je suis encore beaucoup trop comme ça pour en parler. Il y a des mois comme Noël, par exemple, qui sont très beaux et qui me permettent d'avoir une caisse remplie pour les mois, par exemple, l'été. L'été, c'est plat. Le plus gros de mon revenu vient de ma porcelaine et de ma papeterie, enfin, vient de ma boutique. C'est grâce aux clients qui viennent des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je pourrais dire, si je fais un peu la balance, je peux faire un SMIC, je pense, avec les mois qui ont été plus beaux et les périodes un peu plus creuses, on va dire un SMIC ou un peu plus. Je crois que les plus belles périodes, je peux faire 2 000 € par mois, quoi, si je dois donner des chiffres. Mais après, encore une fois, c'est tellement variable. Oui, c'est un petit peu le but quand même, parce que si je me dégageais pas du tout de bénéfices, en fait, je continuerais pas la boutique. Enfin, il y a des gens qui peut-être aiment bien continuer même si c'est pas rentable, mais moi au bout d'un moment je peux pas y passer trop de temps parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de frais au final pour une boutique en ligne. Mais oui, non, j'arrive quand même à me dégager. Alors c'est pas un énorme bénéfice,
mais Tu t'y retrouves. mais je m'y retrouve. Moi, je voulais faire la boutique en ligne pour que ça me ramène, en fait, que ça arrondisse les fins de mois. Ok. Que ce soit un montant minimum, on va dire, qui vienne compléter ce que j'allais faire en prestation de service, donc en tant qu'illustratrice aussi, mais pour des entreprises, ou faire des identités visuelles ou des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai fait ma compta de fin d'année, je me suis rendu compte que j'étais pile à l'équilibre sur l'illustration perso et tout ce que je fais à côté. Donc au final, je peux carrément en fait, continuer à évoluer sur l'illustration et à dire que ma boutique peut vraiment me rapporter, je ne sais pas si ça me rapportera vraiment un vrai salaire complet, mais en tout cas, ça me rapportera, je pense, plus que ce que je pensais. Comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui? J'imagine que c'est pas du tout la même organisation que quand tu t'es lancée, mais ta boutique en ligne, c'est ton activité principale. Donc forcément, c'est de l'organisation, j'imagine, sur toute la semaine. Ça, c'était ma grosse question actuellement. Parce qu'on est arrivé au point où, encore une fois, je touche du bois, mais la boutique, elle fonctionne tellement bien qu'on est entre 30 à 60 commandes par jour de trucs. Oui. Du coup, en fait, c'est cool, mais j'ai plus le temps de dessiner. J'ai plus le temps de vivre, j'ai plus le temps de respirer, de me balader, Ouvrez une boutique. Donc c'est très cool. Du coup, la boutique, je l'ai mis en pause pour voir en fait justement comment je me fais maintenant, parce que j'arrivais à un plafond de verre où je peux plus gérer ce que je fais. Mais sinon, en gros, je prépare des commandes tous les jours. Le problème, c'est que je veux faire autre chose parce qu'on est quand même des créatifs, on aime dessiner, peindre et tout. Et je veux plus être que vendeuse, quoi. Là, je l'ai mis en pause, je réfléchis. Est-ce que maintenant, je pars dans une démarche où la boutique est ouverte qu'une semaine dans le mois? Juste sur la boutique, quand on va venir, ça va être tiens, la boutique ouvre de tel à tel. Et prévenir les gens. Toi, l'idée, c'est de trouver une entreprise qui envoie pour toi les trucs, mais j'aime pas trop, parce que moi, j'aime bien aussi préparer les commandes, je trouve ça cool. Mais, et en plus, c'est tellement cher. Je connais pas du tout les prix. Les tarots, c'est explosif. L'autre idée, c'est de trouver là, de me prendre un deuxième appartement, deuxième local, et prendre quelqu'un pour préparer les commandes. Comme ça, j'ai un endroit où je peux faire de la peinture, gérer la boutique, etc., la gestion, et avoir quelqu'un qui m'aide là-dedans. Peut-être que pour que les gens ils puissent se projeter un petit peu plus, si on revient 2 ans en arrière, quand c'était vraiment au début de la boutique, quand tu t'organisais, tu faisais tout à la maison, j'imagine que... Ouais. Tout est toujours à la maison. Ouais. Tu allais à la poste, une fois par jour. J'évite. Alors, il y en a qui sont très... j'ai la commande, vas-y, je les envoie dans les 24 heures. Personnellement, je dis, mais pensez à vous. Genre, vous n'êtes pas Amazon, vous n'êtes pas une grosse entreprise, etc. Vous êtes tout seul. Je suis pas team délai 24-48 heures. Non, moi, ça va être... J'ai 20 jours ouvrables, donc j'ai le mois. Mais généralement, ça va pas dans le mois. Moi, généralement, c'est dans la semaine ou dans la semaine après. Mais on peut tomber malade, on peut avoir des problèmes, on peut penser à autre chose, avoir d'autres boulots, etc. Donc moi, c'est bien écrit partout que le délai... n'est pas de 3 à 4 jours, on va plus partir dans une semaine, voire 2. Et pour me protéger, c'est écrit 20 jours ouvrables. Donc ouvrables, on ne compte pas le week-end, on ne compte pas les jours fériés. Ce feeling, mais il y a quand même une organisation parce que je ne peux pas non plus être en roue libre. Tout ce qui va être pour la création visuelle, en fait, il y a des moments où tu n'en peux plus de faire des projets pro. Tu n'en peux plus de faire tes sketchs en mode tu fais tes trucs. Et il y a des moments où tu as juste besoin, pour toi, te ressourcer, te dire là, j'ai besoin de créer pour moi. Alors, ça marche pas à tous les coups. Je dis pas que j'ai de la créativité à 100%. Rarement. Zut, la page blanche. Non, ça m'arrive. Je m'accorde pas, par exemple, dans mon emploi du temps, il n'y a pas un trou, c'est marqué allez, 1 heure création, illu, perso, parce que j'y arriverai pas en plus. Je sais qu'il y a des gens qui font ça et je trouve ça hyper sain parce que ça te permet aussi un peu de prendre du recul par rapport à ton entreprise. Mais moi, je sais que j'en suis pas capable. Moi, c'est vraiment, il y a des moments, la petite ampoule lumineuse au-dessus de la tête et c'est parti. L'idée pour l'organisation de la boutique, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, à part de centraliser les commandes. Alors, j'ai commencé à la demande. J'avais mes affiches, j'avais 2-3 affiches en stock au cas où. Et puis après, vraiment, je vous conseille de commencer à la demande. Moi, j'avais trouvé un imprimeur lillois. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai plus de clients, eh bien, parfois, je me permets quand je vois qu'il y a une affiche qui marche super bien, il y a des affiches qui tournent trop bien, eh bien là, je me permets de les acheter en gros. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire des journées de prod, en fait. Quand c'est un peu plus calme sur mes missions freelance, je vais faire une matinée où je vais faire un peu l'inventaire de ce qui me reste en affiche, en sticker. Je vais faire de la prod, faire plus de quantité sur ce que je sais que je vends. Okay. Et comme ça, au moins, je sais que c'est prêt et que quand j'ai des commandes, j'ai plus qu'à récupérer dans mes stocks
et j'emballe et j'envoie et c'est rapide. Ça, j'essaie de faire environ, on va dire une journée dans la semaine de production, donc de ce qui va être affiche, sticker, puisque c'est moi qui le fais. Et ça, c'est vraiment que la partie prod, parce qu'après, tous les jours, je travaille sur le shop aussi. Du coup, la partie vraiment création, illustration, c'est pas du tout le quotidien, c'est presque minime en fait par rapport à tout ce qu'il faut gérer à côté. Comment est-ce que tu choisis tes imprimeurs ? Attends, fournisseurs, toi, du coup, t'en as pas. C'est vraiment que des imprimeurs avec lesquels tu travailles ? En testant. J'ai beaucoup testé la première année. Tout ce qui va être réseau, de toute façon, il n'y a pas 1 milliard de studios de réseau. Donc tout ce qui va être digital, c'est pareil, c'est des essais. Alors il y en a des très bons sur Paris où effectivement il va y avoir tous ces rendez-vous, on va pouvoir tester les papiers. Donc ça, je peux que recommander de prendre le temps. Après, c'est pareil, j'ai testé. Je pense que les plateformes d'impression en ligne de style Exaprint, tout ça, je pense qu'on a tous plus ou moins testé. En vrai, moi, je sais que j'ai testé plein de produits différents et qu'il y en a qui sont hyper intéressants et il y en a d'autres, c'est une croix directe. Mais là, je pense que là, il y a... Pour chaque profil, ça va être différent. Donc, je pourrais pas dire je vous recommande ça et pas ça, tu vois. Parce que pour certains, ça va marcher, pour d'autres, ça marchera pas. En fonction de là où on se trouve, c'est de prendre le temps d'essayer de rencontrer les gens et de voir ce qui est le mieux pour son entreprise, quoi. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus sur le côté communication. Tu m'as dit qu'il fallait en parler quotidiennement. Ouais. Parce que sinon, si tu fais pas ta boutique, personne n'est au courant. Ouais. Et là, en plus, encore une preuve qu'il y a des produits où moi-même, j'étais pas au courant que tu les avais. Je te suis, mais tu n'es pas en première dans mon feed. Je suis honnête avec toi, tout le non plus, tous les jours. Et effectivement, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues, des petits trucs que tu aurais postés en story, qui n'ont pas été sous mes yeux. Donc, comment tu fais pour ta communication, pour essayer de faire en sorte que les gens qui te suivent voient le maximum de ta boutique et qu'ils aient conscience de tout ce que tu peux vendre ? En fait, comme tu dis, le problème, c'est qu'on est un peu dépendant de ce que Instagram va montrer aux autres. Et moi, je ne sais pas qui voit ou qui ne voit pas. Donc, en fait, je pense qu'il faut aussi se dire que c'est pas grave si on parle 1 fois, 2 fois, 3 fois de notre boutique. Parce qu'en fait, toi, tu le vois pas aujourd'hui, mais peut-être que tu le verras demain, et vice-versa pour d'autres personnes. Donc, j'essaie d'en parler souvent, même si parfois je me dis « je dois les saouler, j'en parle trop, je fais trop de pubs, etc. » Alors qu'en fait, toi, tu le dis, tu le vois pas, et du coup, il y a plein de gens qui sont comme ça. Donc, j'essaie de faire des posts, des reels, des stories. Et j'ai toujours des stories à la une sur les nouveautés, le shop, etc. Après, il faut que j'indique aux gens aussi d'aller voir ces stories à la une. J'ai aussi des liens Linktree qui mènent vers différentes rubriques, etc. pour essayer de les mener rapidement en fait, vers ce qui leur plaît en fait. Mais moi, je vois la différence parce que quand je parle de la boutique, que je mets un lien direct, que je fais 1, 2 ou 3 stories à la suite où je parle d'une nouveauté ou d'une collection ou quelque chose que j'ai fait un petit refresh sur le site. Donc, je mets toujours le petit lien. Et toujours, dans les 24 heures, je sais que j'ai au moins une commande qui se passe. Alors que quand j'en parle pas, parfois, ça peut être creux. Et je me dis, dès que c'est creux, je me dis, faut que je parle de la boutique. Et là, en fait, ça déclenche des achats, en fait, et aussi des visites sur le site. Et je pense que les gens ont besoin de voir plusieurs fois, d'aller voir le site. Je vois, moi, les personnes qui achètent, on m'indique, en fait, le nombre de passages avant l'achat. Et souvent, il peut y avoir 3, 4, 5 passages avant le déclenchement de l'achat. C'est intéressant comme statistique, ouais, ça. C'est hyper intéressant. En plus d'être artisane et de créer mes trucs, en fait, moi, mon cœur de métier, c'est la communication. En fait, j'adore la com. Et je sais que quand on est artisan, c'est le problème qu'on a, c'est que souvent, on a du mal à communiquer sur ce qu'on fait. Souvent, ce que je raconte, c'est que je partage mes réseaux sociaux, enfin, tout mon contenu, tout mon monde, c'est un peu comme un espèce de parc d'attraction. Et c'est ça que j'ai adoré créer faire. En gros, quand les gens arrivent sur mon profil, ils arrivent dans mon parc d'attractions. Donc, ils arrivent, il y a une attraction brocante, on va en brocante tous ensemble, on va chiner des trucs un peu dégueulasses et puis c'est marrant. Ensuite, il y a une attraction do-it-yourself. Là, je leur propose 1 fois par semaine, je fais un do-it-yourself, je fais une création d'un truc qui finit un peu toujours en catastrophe, mais bon, c'est l'attraction do-it-yourself. Ensuite, il y a l'attraction porcelaine, je leur partage les coulisses de mon métier, mon stock, mon machin, comment je fais pour faire quoi, enfin bref, l'attraction porcelaine. Ensuite, il y a l'attraction ménage aussi. J'ai réussi à faire l'attraction ménage. Venez faire le ménage avec moi, c'est top. Et ce qui est vachement bien dans tout ce parc d'attractions, c'est qu'une fois qu'ils ont fait toutes les attractions et qu'ils se sont amusés, et là, je leur dis, venez voir ma boutique souvenir en fin d'attraction. Carrément. Et c'est ça qui est hyper agréable pour moi, c'est que
Du coup, je suis pas là à communiquer ma boutique. Venez voir ma boutique, regardez, rentrez dans ma boutique, s'il vous plaît, venez voir ma boutique. En fait, c'est juste un chemin classique. C'est même eux qui empruntent le chemin sans. Enfin, je leur ai emmené d'un chemin de parc d'attraction sans. Enfin, et puis ils restent, ils rentrent, ils vont voir et c'est eux qui font le chemin et qui finissent par la boutique souvenir. Ils y passent, ils regardent ou alors ils y passent, ils achètent vraiment comme dans un parc d'attraction. Et donc c'est hyper agréable pour moi parce que j'ai pas. Je leur laisse le chemin à faire tout seul. Alors évidemment, parfois, j'aiguille tout doucement à dire, regardez, en fait, il y a la boutique souvenir juste par ici. Donc évidemment, parfois, je triche, mais le chemin se fait quand même naturellement et ça, c'est top, quoi. Je me fais pas souffrance en disant, venez voir ma boutique parce que ça, parfois, t'as l'impression d'être une vendue, te vendre, de faire que ça. C'est dur, surtout, même mentalement parlant, de dire... Tada, regardez, au téléachat, j'ai un produit plus cher que si vous allez dans n'importe quel magasin, achetez-le. C'est hyper dur de faire ça, surtout quand tu commences sur les réseaux et que tu n'es déjà pas habitué à te montrer, mais à te montrer ou à montrer ton univers. Faut pas commencer par là. Hein. Complètement. Ah bah ouais, complètement. Moi, j'ai commencé... Moi, au début, d'ailleurs, ma première attraction, c'était l'attraction papeterie. Je racontais tous les coulisses de ma boutique. Donc, on faisait l'illustration, je la faisais en live. Ensuite, en story, j'allais chez mon fournisseur. Je faisais des petites stories vlogs où j'allais chez mon fournisseur. Bref, c'était la première attraction, c'était la papeterie. Par exemple, à Noël, c'était l'attraction porcelaine à fond parce qu'il fallait que je communique sur ma boutique, il fallait que je fasse du chiffre. Donc, c'était porcelaine, papeterie, je faisais que de ça. Et avec passion et gentillesse, mais quand même, je parlais vraiment que de la porcelaine. Et il y en a qui m'ont dit, alors, quand est-ce qu'on reprend les travaux ? Je sais très bien. Oui. Donc, il faut que je trouve que l'équilibre parfait entre toutes les attractions. Et en rythme normal, je l'ai plutôt, quoi. C'est juste Noël, là, c'était évidemment la porcelaine à fond, quoi. Ok, on va dire que je commence de zéro. Je veux une boutique en ligne et je veux développer un compte Instagram ou autre des réseaux à côté. Comment est-ce que je fais pour pouvoir commencer à faire en sorte que ça fonctionne, J'en connais plein qui vivent d'art mais sans être sur les réseaux du tout. Juste parce que en fait, chacun est fort en quelque chose. Il y en a qui vont être forts en communication, d'autres plus en relations humaines. Après, si tu veux fonctionner et que ta boutique en ligne, parce que c'est en ligne, tourne, je pense que oui, il faut peut-être pas déjà avoir une communauté, mais évidemment ça va être utile. Tu vas ouvrir ta boutique et si tes réseaux sont encore un peu bas, ça va augmenter petit à petit, ta boutique va augmenter petit à petit, mais les premiers mois vont être plus difficiles. Moi j'avais la chance parce que vu que j'étais déjà sur les réseaux depuis longtemps, dès le premier mois, j'avais pas de problème, dès le premier mois ça avait fonctionné, mais parce qu'il y avait le passé derrière, quoi. Donc je pense 100% tu peux avoir une boutique en ligne, surtout sur Etsy parce que du coup il n'y a pas que ta communauté qui vont tomber dedans. Tu peux 100% avoir une boutique et même si t'as pas une grosse communauté, vendre. Communique comme tu souhaites, là où tu veux. T'es pas obligé de regarder ce que les autres y font. Fais des choses qui te bottent, que t'as envie de partager, de regarder les coulisses, de te regarder en train de faire des petites illustrations et des petits paquets pour des commandes et tout. Enfin, pour moi, t'es pas obligé de suivre ce que tout le monde fait. Juste communique à ta manière, sois authentique et amuse-toi à montrer tout cet univers qui te passionne, quoi. Faut être à l'aise, en fait. C'était le truc que je répète souvent sur Twitch parce que ils disent « Ah, vas-y, toi, ça a marché parce que t'étais sur Twitch, donc je vais mettre sur Twitch. » Pas pour tout le monde. Twitch, j'ai pas fait pour tout le monde. YouTube, c'est pas fait pour tout le monde. TikTok, c'est pas fait. On a chacun notre manière de communiquer, notre manière d'être, etc., qui nous est plus agréable, moins agréable. Moi, je vais adorer faire des vidéos TikTok où je fais mes dessins rapidement avec mon téléphone, je fais la voix off et je me prends pas la tête. Les autres qui vont faire l'appareil photo, faire des belles vidéos. Il y a de toutes les manières de communiquer et il faut juste savoir qu'est-ce que tu kiffes le plus, qu'est-ce que tu peux faire le plus souvent et longtemps. Parce qu'il y a des choses où, ok, tu peux pouvoir le faire, mais est-ce que tu vas tenir dans la longueur, dans la durée. Twitch, moi, j'ai tenu 4-5 ans. Voilà, maintenant, j'ai passé mon cap, je passe à autre chose. Maintenant, ça va être plus YouTube. Faut kiffer la communication. Il n'y a pas une manière d'être parfaite. C'est pas parce que tu vas être sur YouTube, Twitch, etc. que ça va marcher. Tout comme ça n'est pas parce que tu n'es pas sur YouTube, etc., que ça peut pas tout défoncer. Pour les personnes qui ont envie d'être sur plusieurs plateformes et de tester différents formats, il faut s'amuser, il faut pas trop se prendre la tête. Surtout quand on commence, je pense, être authentique, être soi-même, partager ce qui nous passionne et après, au fur et à mesure, tout ce qui est le montage, faire un truc propre, avoir un bon appareil photo et même, tout. Pas dès le début, je pense. Et puis même, je trouve, personnellement, j'ai testé tout. Je trouve que les vidéos, surtout sur TikTok, les réels, maintenant, les jolies vidéos avec l'appareil photo et la voix, ça est en train de monter. Mais avant, c'était boudé par les réseaux. Je faisais des pubs. C'est ça. Exactement. Forcément. Donc, les TikTok, moi, toutes mes vidéos belles, bien remontées et tout, n'ont jamais fonctionné. Il y en a que ça commence, mais je pense que c'est un peu plus dur. Mais il n'y a pas ce côté, mais j'ai pas le matériel, mais j'ai pas le truc.
Tu prends ton appareil, tu prends ton ta vidéo, téléphone, tu prends ton téléphone, t'inquiète. Hein. On disait tout à l'heure avant de commencer, dis donc, on a des beaux micros et tout aujourd'hui. Mais en vrai, on aurait très bien pu faire l'interview comme ça avec nos téléphones. Avec l'iPhone, ça marche très bien. Il y en a plein qui le font. Et pour faire des voix off ou faire une vidéo YouTube, ça fonctionne, quoi. Donc du coup, pour terminer, il y a la dernière question. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de lancer sa boutique en ligne, qui l'a jamais fait, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un grand débutant? Je pense qu'on le ressent avec ce que j'ai dit, mais c'est d'abord de kiffer. Après, c'est hyper facile de dire de kiffer quand, enfin, moi, ça marche, quoi. C'est vrai que je me sens un peu arnaqueuse quand je dis ça parce que j'ai envie de dire, faites ce qui vous plaît. Sauf que parfois, financièrement, on a une deadline, on a un truc qui nous fait peur, il faut qu'on soit rentable, quoi. Donc, mais moi, j'ai commencé comme ça. J'ai eu la chance d'avoir le temps, grâce au chômage, de pouvoir commencer par kiffer et puis modeler le truc. Donc, j'ai commencé par kiffer et en kiffant, les gens kiffent. Enfin, les gens rentrent dans le truc, quoi. Donc c'est de kiffer. Et le truc un peu plus technique, c'est malheureusement de faire. Moi, je le vois, hein, quand je fais une vidéo par jour. Alors, aujourd'hui, je suis à peu près à 3 vidéos par semaine, parce qu'avant, j'étais presque à 5 vidéos par semaine. Mais avec les enfants qui sont arrivés, j'ai levé un peu le pas. Donc là, je suis à 3 vidéos par semaine. Et je le vois, quand je fais vraiment du contenu plus régulièrement, et bien là, la rentabilité de la visibilité est beaucoup plus engagée, quoi. Donc malheureusement, le conseil technique, c'est de rien lâcher, de faire, d'y croire. Déjà, faut pas se dire que ça va marcher du jour au lendemain, quoi. Faut vraiment se laisser le temps. C'est pas un échec si personne ne passe commande dès le premier jour. Enfin, il y a vraiment cette notion de se dire que ça va mettre du temps. Que c'est un investissement personnel et aussi financier, parce qu'il faut l'avoir un petit peu, cette base-là, et il faut vraiment prendre le temps de poser ses tarifs, de voir combien va te coûter chaque chose. En fait, c'est beaucoup de travail en amont qu'il faut faire, parce que du coup, ça te permet d'avoir vraiment ce côté plus serein quand tu vas te lancer. Et de faire vivre si tu as le temps. Et vraiment, si tu as le temps, c'est de faire vivre ton truc, comme je disais. Du coup, c'est un peu teaser, de montrer un peu tout le processus. Les gens adorent voir comment tu emballes une commande, à quoi ressemble. C'est vraiment donner en fait envie aux gens et de créer un peu tout ça, toute cette communication autour, et de montrer comment se passe ta boutique, comment tu as envie de la faire grandir. En fait, c'est de partager cette expérience avec les gens. Plus tu le fais, plus ça les intéresse, et plus en fait ils vont se dire c'est quand même cool, j'ai envie de soutenir. Alors le conseil, je dirais déjà de commencer sur Etsy. Ouais. À mon avis, je pense que c'est un très bon filon pour débuter. Et je l'ai dit plein de fois, mais du coup c'est le faire vivre, en parler, faire des belles photos, des beaux visuels, des choses qui donnent envie, etc. Faire un beau contenu pour être bien référencé, avec les bons mots-clés, et en parler, beaucoup en parler. Voilà, je pense que c'est la clé, c'est communiquer sur ce qu'on fait. Maintenant que l'on a vu les 4 illustratrices et qu'on a eu tous leurs meilleurs conseils, leurs retours d'expérience, quelle est la stratégie, en gros, quelle est la liste de choses à suivre pour pouvoir nous-mêmes lancer notre boutique en ligne? 1. Commencer avec quelques petits produits sans stock ou avec très peu de stock sur une plateforme qui ne nous prend pas de temps à mettre en place. Donc, on enlève, sauf si vous êtes expert, les WordPress, les Shopify, tous les trucs hyper compliqués à coder. On prend une plateforme qui peut être Etsy, qui peut être Big Cartel, mais aussi, on n'en a pas parlé dans les illustratrices, mais ça existe et on l'a beaucoup conseillé, tout ce qui est SumUp, qui est hyper simple à mettre en ligne avec son propre site. Et on essaye de commencer sa boutique avec quelques produits qu'on imprime à la demande idéalement. 2, on parle énormément de sa boutique, voire tous les jours. Si on commence un compte Instagram ou sur n'importe quel réseau où on ne parle pratiquement que de sa boutique en ligne, les gens qui vont s'abonner, c'est des gens qui sont intéressés par le sujet. Donc, n'ayez pas peur de saouler les gens. Il faut parler de ces offres pour pouvoir les vendre, sinon les gens ne savent pas que vous avez une boutique en ligne. Fixez vos prix en regardant ce qui se fait sur le marché, en analysant les boutiques de vos collègues. C'est déjà une très bonne chose pour avoir une base des prix que vous allez mettre sur vos propres produits. Mais surtout,
calculer la marge que vous allez vous tirer de chaque produit, le bénéfice, parce qu'en fonction de là où vous habitez, de la manière avec laquelle vous allez envoyer vos produits, mais aussi de la taille et le poids de vos produits, ça peut énormément varier. Donc vous ne pouvez pas non plus copier-coller le prix de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez vous en servir comme base. Il faut tester plusieurs fournisseurs avant de trouver la pépite qui conviendra à vous, votre style d'illustration et ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de modèle prédéfini. Exit le e-commerce copier-coller de Wish ou je ne sais quoi, où tout le monde vend la même chose. Ici, on est sur une boutique de créateurs, une boutique d'artisans. On a envie que même le papier, si vous le voulez, vous lancer dans la papeterie, soit quelque chose de réfléchi, fasse vraiment partie de votre process. Et tout ça, ça fait partie de votre identité et du produit final que la personne achète. Donc ne pas avoir peur de faire des tests, de faire des erreurs. Peut-être que vous allez mettre plusieurs mois à trouver the fournisseur qui va vous convenir, mais ne lâchez pas l'affaire. Je pense qu'à la fin, vous serez très très satisfait d'avoir fait tout ce process-là. Et enfin, n'hésitez pas à développer votre visibilité en développant tout l'univers que vous pouvez avoir autour de votre boutique en ligne. Vous pouvez montrer les coulisses, la création de vos produits, la recherche des fournisseurs, bref, amusez-vous en créant du contenu pour faire en sorte qu'au final, les gens n'oublient pas de passer à la boutique souvenir. Un énorme, gigantesque merci aux 4 illustratrices qui m'ont permis de les interviewer, qui m'ont surtout accueilli gentiment chez elles dans leur propre univers. C'est une super opportunité pour moi, pour ma chaîne YouTube. J'espère que c'est un format qui vous a plu. Donc surtout, n'hésitez pas, de 1, à aller voir les 4 créatrices sur leurs propres réseaux sociaux. J'ai tout mis en lien juste en dessous dans la légende, mais aussi à me dire en commentaire si c'est un format qui vous a plu. C'est plus long qu'une vidéo YouTube normale, mais il y a beaucoup plus d'informations. Et surtout, il y a de l'investissement de mon côté. Me suis déplacée, j'ai pris le train pour aller jusque chez elle avec Guillaume qui m'a énormément aidée. Donc j'espère que c'est un format qui vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi et à vous abonner. Et maintenant, on va pouvoir créer notre boutique en ligne. J'avoue que c'est un projet que j'ai envie potentiellement de lancer dans l'année, à voir si j'ai le temps. Mais en tout cas, si vous lancez votre boutique en ligne juste après cette vidéo, que ça vous a motivé, envoyez-moi un message. Envoyez un message aussi aux illustratrices qui vous ont inspiré et qui ont pu vous donner les conseils qu'il vous manquait. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part et partagez le lien de votre boutique en ligne que vous avez lancé juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de revenir et de le mettre. J'ai trop hâte de voir tout ça. Les vidéos complètes de chaque interview seront postées sur ma chaîne YouTube dans le semestre. Je voulais poster celle-là déjà en première, les prochaines suivront. Il y a quand même beaucoup de choses hyper intéressantes qui ont été dites pendant chaque interview. Tout n'a pas été mis dans cette vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas rater la sortie des interviews complètes que je mettrai au fur et à mesure du temps sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo juste après si le sujet vous a intéressé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!